Bonsoir et bienvenue Au fil des mots, votre rendez-vous hebdo avec la culture et surtout avec ceux qui la font. Alors ce soir, c'est du brutal. C'est du brutal, c'est l'heure du bilan, mais c'est pas encore la fin, c'est même le moment de reprendre des forces. On ira dans une chambre avec Jacques Weber et Vladimir Yordanov où la vie se joue comme une partie de cartes. On sera aussi au cœur de Pigalle avec un film qu'on a adoré, Les Derniers Parisiens, Reda Kateb impérial en sortie de tôle qui essaie de se refaire dans la nuit et sous la caméra de ses amis Amé et Ekoué du groupe de rap mythique La Rumeur. Ils sont avec nous aussi. On ira en Irak avec le roman de l'islamologue Rachid Benzine sur un départ au djihad qu'il n'avait vraiment pas vu venir. Et puis on ira en histoire, on ira en littérature, on ira en Allemagne avec Oriane Jancourt-Galignani qui signe un grand roman sur Hadamar, un lieu très très méconnu où les nazis brûlaient, tuaient les malades. On vous a dit ce soir c'est du brutal mais c'est du très très beau aussi et ce ne sont pas Sophie Soulignac et Sandra Freeman, mes complices ce soir, qui vont dire le contraire, n'est-ce pas? On est toujours d'accord avec vous, Christophe. J'espère bien. On y va, c'est parti. Nous sommes ce soir avec les terminales L et S du lycée Pierre de la Ramée à Saint-Quentin. Ils sont accompagnés de Yasmine Alioui, leur professeur de philosophie. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Comment s'est passée un peu la préparation de l'émission? Ça les a intéressés? Oui, évidemment. Ouais. Malgré la brutalité, la rudesse, l'âpreté des thèmes engagés, abordés et engagés dans toutes les œuvres qu'ils ont lues ou vues, j'espère et j'en suis sûre même qu'ils ont trouvé plaisir. Mais il faut remarquer qu'effectivement, les thématiques sont oui, mais on va voir que c'est beau oui. aussi. Non seulement c'est la vie, mais c'est beau. Ils sont allés voir la pièce aussi? Ils sont allés voir la pièce. Ouais, très bien. Jacques Weber, vous aurez des questions aussi, et Vladimir Yordanov, des questions. On est impatients de les entendre. On va commencer, on les retrouvera après, dans le moment consacré aux lycéens. On va commencer avec vous, Rachid Benzine. Vous êtes islamologue, vous êtes disciple de Ricoeur, c'est plutôt Ricoeur, formé à l'école de Ricoeur, Foucault, Derrida. Vous êtes habitué plutôt à publier des essais, mais là vous avez décidé de changer de forme. C'est un peu surprenant. Vous nous embarquez dans une fiction. Alors c'est vrai, on le disait, c'est un peu dur. Ça s'appelle Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir? C'est un peu votre peur, c'est un peu votre inquiétude qui vous a dicté ce livre. Il s'agit d'une correspondance entre une jeune femme intelligente, cultivée, qui était façonnée par la culture des Lumières, par son père. Et cette jeune fille a décidé de partir, à l'insu de son père, en Irak. Elle est installée à Falloujah, elle s'est mariée, elle fait le djihad, elle en est fière. Et le père et la fille vont correspondre. C'est l'histoire d'une incompréhension, c'est l'histoire aussi d'un débat. Je vous cite, Rachid Benzine, « Je suis, depuis des mois, c'est dans la préface de ce livre, travaillé par une question lancinante qui revient cogner en moi comme une migraine récurrente, familière. Pourquoi de jeunes hommes et jeunes femmes nés dans mon pays, issus de ma culture, dont les appartenances semblent recouvrir les miennes, décident-ils de partir dans un pays en guerre et de tuer au nom d'un Dieu qui est aussi le mien ?» C'est un texte qui est très fort, on a vraiment, qui prend vraiment à l'âme, au cœur. Mais c'est vrai qu'on se demande, Rachid Benzine, dans un monde où aujourd'hui la place est au témoignage des victimes, des mères de repentis ou des non-repentis, vous faites parler un père fictif. Pourquoi avoir choisi finalement la fiction quand d'aucuns parlent de leur témoignage, où on dirait qu'il faut avoir vécu ça? Vous n'avez pas vécu ça et néanmoins vous l'écrivez. Oui, tout d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis d'abord un universitaire qui a l'habitude d'analyser à travers un certain nombre de concepts, qu'ils soient issus de l'histoire anthropologique ou même de la philosophie. Donc on est dans des catégories, c'est pas suffisamment incarné. Et puis il y a les témoignages qui sont très importants pour tenter de comprendre ce qui se joue au niveau de l'intime. Et donc à partir des analyses que j'ai pu faire, donc j'ai analysé à la fois le discours de Daesh en termes de propagande, en termes textuels, en termes de pensée, parce qu'il y a une pensée derrière, il y a aussi une idéologie. Et en allant notamment dans les prisons, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes très brillants intellectuellement, qui avaient été séduits par cette idéologie. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas l'image qu'on a quand on regarde plutôt la faune de Molenbeek, d'où partaient justement les tueurs de novembre. C'était plutôt le milieu du petit gangstérisme. On n'avait pas l'habitude d'avoir des profils
intellectuelle. La elle, c'est une intellectuelle, votre C'est une intellectuelle. Et Nour, oui, ça veut dire la lumière, d'ailleurs. Oui, la lumière lunaire, parce que ce père lui donne ce prénom en pensant que face au temps d'obscurité que nous traversons, il y a une très belle citation d'Antonio Gramsci qui dit que le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. Et je crois qu'on est dans cette phase du monde où finalement toutes les catégories de pensée avec lesquelles nous avions pensé notre monde sont devenues obsolètes. Et il y a quelque part de l'inconnu. Et donc c'est une inquiétude au niveau de la pensée. Et j'ai eu aussi l'occasion de voir beaucoup de mamans qui disaient n'avoir rien vu venir. Et donc on voit bien que cette idéologie-là, ou cette pensée-là, ou l'offre de Daesh, parce qu'on peut aussi l'analyser, elle est capable de parler à des jeunes, je dirais, avec des profils complètement différents. Je comprends bien, il y a eu une enquête, mais vous auriez pu choisir votre forme habituelle, c'est-à-dire l'essai. Or, la fiction, pourquoi à partir de cette enquête avoir imaginé des personnages? D'ailleurs, je crois que ça a été lu théâtralement. Hein. Il y a eu une expérience, voilà, lettre du père, lettre contre la mère. Ça a beaucoup saisi les gens qui écoutaient. C'est aussi pour se servir du roman ou de la fiction pour mieux justement toucher là où les essais Absolument, touchent plus personne. je pense que les essais sont d'abord très abstraits. Donc il faut être du domaine pour pouvoir comprendre. Et il me semblait que la fiction, par cette capacité à faire appel à l'imagination, à l'imaginaire, permet d'incarner. Et que face à la violence que nous subissons, face aux effets de la violence, parce qu'il y a la violence en elle-même lorsqu'elle se produit, mais elle a aussi des effets dans les sociétés sur le rejet de l'autre, sur le nous et le eux, et que peut-être seule la fiction permet de mettre des mots là où le langage universitaire échoue. Alors il y a des choses qui sont un peu évidemment troublantes, c'est que parfois on se dit mais Nour, elle a raison, hein, je vais la citer, Nour. Enfin on la comprend, je dis pas qu'elle a raison, mais tout ce qu'elle dit et quand elle ne tombe pas dans la haine, parce qu'elle tombe aussi dans la haine. Tu te montres, donc elle s'adresse à son père, tu te montres circonspect, semble-t-il, sur le fait que je veuille redonner le sourire à des gamins aux membres brisés, arrachés, au regard toujours triste. Tu rêves de philosophie libératrice, mais tu craches au visage de ceux qui risquent leur vie tous les jours pour défendre leur foi et leurs semblables. Sais-tu qu'avant l'arrivée de nos troupes ici, chacun vivait dans la peur de l'arbitraire et des humiliations perpétrées par l'administration chiite. Finalement, on se dit en plus... Il lui dit, tu m'as toujours dit d'être libre, c'est ce que je fais, donc je suis tes leçons, papa. Absolument, c'est-à-dire que lorsque nous avons des enfants, nous leur apprenons l'esprit critique, nous leur apprenons la liberté, et qu'il faut à un moment accepter que cette liberté puisse se retourner contre nous-mêmes. Et c'est ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais que le lecteur ou le spectateur, puisque c'est aussi aujourd'hui, en ce moment au théâtre, puisse être inquiété et se dire, mais elle a tellement raison que je peux être moi aussi embarqué dans cette histoire. Et à un moment, elle dit à son père, on peut guérir d'une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Et je pense que la question de l'humiliation, elle est au centre quand même de beaucoup de jeunes qui partent. Il faut remettre de l'émotion, justement, dans un discours où on parle que d'idées. Absolument, je pense que les facultés de l'esprit, il faut savoir qu'il y a la raison, il y a l'imagination, il y a l'imaginaire, puis il y a aussi l'émotion. Et que si on ne comprend pas la force de l'émotion, aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui est en train de se dérouler devant nous. Et du coup, il n'y a pas aussi un danger, parce que le seul qui doute, c'est pas la fille, parce que la jeune fille, elle est sûre de son... Elle est heureuse, d'ailleurs, elle le dit, je suis heureuse. Celui qui doute, c'est le père. Oui, parce qu'il lui dit que le contraire de l'ignorance, ce n'est pas la connaissance, mais les certitudes. Il lui dit ces certitudes qui vous mèneront tout droit en enfer. Et je crois qu'on est à la fois dans ce basculement du monde, il y a des gens qui ont besoin de certitude, il y a besoin, je dirais, de savoir où l'on va. Et puis la question du doute, c'est quelle est la dose de doute qu'on est capable finalement d'ingurgiter aujourd'hui. Jacques Weber, vous comprenez justement qu'ils se servent, parce que c'est presque du théâtre parfois, et d'ailleurs on en a vu une sorte de représentation, ça se lit bien en fait en public. Vous comprenez qu'ils choisissent justement lui, l'essayiste, la fiction. Je comprends, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement important parce que vous parliez du mot émotion, et très souvent, il est le support de choses un petit peu à effet, spectaculaires. On travaille sur les motifs et on a l'impression que les motifs nous éloignent d'une pensée. Alors même là, on a un homme dont le métier est de penser bien, donc de penser juste. Et à partir de cette pensée juste, il peut recréer une émotion qui, elle, alors là, nous suscite notre réflexion. Et c'est vrai que c'est très important que cette parole soit là entre un discours qui, en effet, est trop souvent hermétique, des analystes, des essais, et puis le discours un peu politique, démagogique, sur l'empathie. Moi, j'aime bien que cette question soit posée par monsieur et non pas par les politiques en campagne, c'est évident. Ekoué, vous m'avez appris juste avant l'émission, et ça, on ne le savait pas,
que vous étiez très ami en fait de Rachid Benzine. Il avait beaucoup compté pour vous. Oui, Rachid, c'est un éminent universitaire. Et je l'ai rencontré à une période de ma vie où je savais pas trop ce que j'allais faire, justement d'un point de vue universitaire. Et puis il m'a très justement dit que voilà, les clés, c'était sur le chemin de l'instruction, de l'école et des diplômes. Ce que j'ai fait, et voilà, j'ai eu à maintes reprises l'occasion finalement de lui rendre hommage. Et puis pour ce qu'il m'a fait, je veux dire, ce qu'il m'a procuré en tout cas comme désir d'aller vers les bouquins à une période de ma vie où j'en avais besoin. Ouais. Et puis moi, par voie d'extension, je l'ai transmis dans le cadre de mes différentes tournées, de mes concerts, quand je me retrouve face à un plus jeune auditoire, quoi. Ouais. C'était à l'époque de la rumeur non, ouais, c'était à peu près, je devais avoir à peu près 21 ans. Ouais. Et notre manager, il l'avait eu comme enseignant. Ah ben voilà, c'est bien. Donc en fait, et c'est quoi? C'était où? C'était à Trappes. Ah mais vous connaissiez aussi Rachid? Oui, indirectement. Ouais. Et comme on a beaucoup parlé, et puis j'ai eu évidemment l'occasion de le voir à l'œuvre, déployer sa belle langue et ses analyses toujours avec beaucoup d'acuité et de justesse. Et non, il fait partie de ce qui nous nourrit ou de ce qui vient un peu agrémenter nos débats internes. Et, voilà. Donc est-ce que finalement c'est pas un peu à Rachid Benzine qu'on doit ce très très beau film qui s'appelle Les Derniers Parisiens? Alors on a adoré. Je crois que Sophie, je ne veux pas parler en ton nom, je te laisser la parole. Mais c'est quand même, je m'attendais pas, honnêtement, je m'attendais pas à aimer autant que j'ai aimé. Je me disais, je vais voir quelque chose où il y a du souffle, où il y a des tripes, où on est au cœur de Pigalle, on suit Reda Kateb qui sort de tôle. Et j'ai vu, je suis sorti de là, le physique est extrêmement présent, c'est rugueux, cette caméra à l'épaule, j'ai trouvé ça vraiment formidable, donc bravo, je le dis, et je laisse la parole à Sophie. Non, mais vous avez raison, en fait c'est un film qui transpire. Moi j'ai eu l'impression que vous m'aspiriez dans l'écran. Et en fait je me rends compte que ça m'arrive pas si souvent que ça, parce que c'est un film qui est bruyant, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire qu'on se prend les sons dans la figure. C'est un film qui se passe énormément dans la rue, sur les trottoirs. C'est là qu'on se rend compte que c'est hyper rare. Voilà, c'est un film qui transpire la vie, qui est à la fois effectivement qui a une âpreté, une brutalité, mais aussi une poésie. Moi, par exemple, il y a un personnage que j'ai adoré, qui est cette espèce de, on sait pas trop, de SDF qui traverse comme ça le film, qui au début chante une chanson, qui finit par voler un vélo. Enfin voilà, il y a des espèces de petits moments presque un peu magique. Et puis à côté de ça, voilà, on est au cœur de ce quartier. Et puis il y a cette mélancolie sur ce que sont ces derniers Parisiens. Alors, Sophie, qui se font éjecter petit à petit à la périphérie. C'est Pigalle. Voilà, c'est Pigalle, c'est Nas qui sort de prison, incarné par Reda Kateb. Il a envie de se refaire, il a envie de refaire son portefeuille, son image, de redorer son blason. Et pour cela, il va un petit peu bouleverser la vie de son frère qui essaye de tenir ce bar qu'il a depuis des années à Pigalle et sur lequel lorgne des grosses sociétés, parce que c'est l'histoire de la fin d'un monde, ce quartier de Pigalle qui appartient plus aux derniers Parisiens. Et puis un duel de frères, quoi. C'est ça qui va vraiment bien. Enfin bon, bref, on dit tout dans le désordre. Regardons. On regarde. Là, je viens de commencer à goûter la liberté. Je viens de manger 24 mois, j'ai pas envie de retourner au Hebs. Tu crois qu'hier, on va ses anciennes fréquentations? Les soirées foot, c'est fini. T'es pas qui depuis un pied chez moi. Je suis chez moi ici, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe ici avec ton frère? Je sers des roteuses derrière le bar. J'en bois une de temps en temps. Est-ce que je vais avoir besoin du bar pour une soirée? Il ne va rien se passer. Ni soirée, ni rap, ni foot. Oublie. Je travaille toujours chez lui? C'est pas chez lui, c'est chez nous. Je suis associé avec lui. Je vais m'occuper de la première soirée, c'est moi qui mets tous les financements. On fait 50-50 s'il y a du gras. Ça te va? Les nuits, les clubs. T'as pas envie d'autre chose? Mettre mon nom à Pigalle, je sais faire que ça. Je mets 2 parts sur le bar, mais sur les papiers, il est à mon frère. Je comprends pas en France, dès qu'on fait de l'argent, c'est là que les gens se posent des questions. Je supporte plus que je vais pas reconduire son contrat. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu le renvoies en tôle, ça veut dire que tu me fous dans la merde. Si t'es dehors, c'est grâce à elle. Pendant combien de temps tu vas me prendre pour ton tapin, hein? T'as un coup dur à 20 piges. Tu te relèves et encore. Ouais, 40 ans, c'est une autre chanson. Vous allez tous boire la tasse dans peu de temps. Crois-moi, mon frère.
Les derniers Parisiens, film d'Amé et Ekoué avec Reda Kateb. On a adoré, Sophie. Ouais, puis c'est plein de cinéma aussi. Alors, j'ai découvert en lisant un peu votre vie bien remplie que de toute façon vous aviez un goût du cinéma qui remonte très très loin. Amé, vous avez fait une des plus grandes écoles, la Tisch School of New York, dont sont quand même sortis des mecs aussi variés que Scorsese, Spike Lee, aussi des grands comédiens qui sont passés par là. Même Lady Gaga, je crois, a fait la Tisch School. Donc c'est quand même un réservoir de création et d'apprentissage de plusieurs formes d'art. Et moi, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que c'est un film qui transpire la vie, qui a une énergie de dingue, avec des personnages qu'on trouve à la fois flamboyants et pathétiques. Et je trouve vraiment que vous avez offert à votre copain Reda Kateb, qui vous suit depuis très longtemps, un rôle que je crois que je vous avais encore jamais vu jouer comme ça, un mélange comme ça de flamboyance et de pathétisme et de pathétique totale. On peut tout dire ici. Quelqu'un qui est quand même qui a envie de se faire sa place au soleil et qui en même temps est prêt à casser le business de son frère comme il casserait un jouet. Enfin voilà, moi j'ai été 1h45 complètement embarqué à votre suite tout en ayant envie de vous foutre des claques. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Bon alors, vous comprenez pourquoi elle a envie de vous foutre des claques Non, mais voilà, je ne savais même pas qu'elle avait envie de me foutre des claques, donc non. Bah, c'est une surprise, je ne sais pas si on passera Non, mais votre personnage, il a un truc, on a envie autant de le suivre que de le freiner, quoi. Mais je comprends, mais je vois ce que vous voulez dire et je le comprends d'autant mieux qu'il m'a fallu faire un chemin pour l'aimer, moi, ce personnage. C'est-à-dire que j'avais très envie. Depuis plusieurs années, on avait déjà fait un film pour Canal+, qui s'appelait De l'encre, et puis un court-métrage avec Amé. Qui avait été présenté à Cannes. Oui, qui s'appelait Ce chemin devant moi. Et puis ça faisait un moment qu'on s'était dit, on doit faire un film ensemble. C'était une évidence. Avec Ekoué, Amé et Slimane Dazi aussi, qui tient un des rôles principaux dans ce film-là, et avec lequel le rapport familial, il n'est pas inventé, quoi. On a vraiment des rapports fraternels pour le coup. Et sur la première version du scénario que j'avais lu, 1 an avant le tournage, j'avais beaucoup de résistance en fait. Il y avait beaucoup de choses de points d'accroche, de choses sur lesquelles on a eu à discuter. Moi, c'est un personnage que j'ai mis du temps à aimer en fait. Je voudrais vous demander, la rumeur quand même aussi, c'était groupe de rap mythique. Moi, je me souviens d'ailleurs, c'était en pleine campagne, Nicolas Sarkozy qui avait porté plainte contre vous. La rumeur, ça a toujours été un groupe engagé. Reda Kateb, vous avez joué un prophète, Zero Dark Thirty, où vous jouiez un terroriste, vous faisiez torturer dans les premiers plans de Zero Dark Thirty, film qui racontait la traque et l'assassinat commandé d'Oussama Ben Laden. Est-ce que dans ce film, moi c'est aussi comme ça que j'ai vu, la dimension politique au sens large, elle est présente parce que c'est un quartier, c'est Pigalle, et vous montrez en gros que, c'est le sens du titre aussi, en fait il ne reste plus que des touristes, ou des hipsters, comme vous dites, c'est gentrifié à mort. Et en fait, les vrais titis parisiens, le cœur de Paris, il n'en reste plus beaucoup. Ils ferment leurs boutiques. Après, je pense que ce constat-là, il s'applique pour toutes les grandes villes. Par exemple, très concrètement, j'ai de la belle famille du côté de Nîmes. J'ai cru comprendre que c'est une ville où il y a une explosion foncière et immobilière telle que de toute façon, les petits artisans et puis les gens un peu moyens ou pauvres vont à la périphérie. Donc nous, on a traité la question de Paris en appelant ce film Les Derniers Parisiens, mais si on habitait à Bourges, on aurait appelé ou à Rennes, Les Derniers Rennais, sauf que Pigalle, ou à Strasbourg. Et le 18e, ça compte beaucoup dans l'histoire aussi de... ça compte, oui, évidemment, parce que de toute façon, que le groupe a été enfanté, en tout cas, a créé son imaginaire autour de ce quartier, et puis voilà. Mais surtout, ce qu'on a voulu aussi montrer à travers ce film, c'est poser une question sans forcément y apporter de réponse. C'est on a un bar à Pigalle. Avec un patron qui bricole, qui paye 2 employés, qui de toute façon est en proie finalement à des loyers de plus en plus forts et qui est pas en capacité quelque part d'aligner 2 ou 3 000 euros par mois, qui sait que de toute façon fatalement il va être obligé de vendre. À la fin, qu'est-ce qui lui reste? 0. Donc nous, ce qui nous intéresse finalement dans notre mouvement et dans cette façon dont on a filmé le trottoir, on a filmé ces petites personnes, c'est grosso modo ces gens aujourd'hui concrètement qui, une fois que finalement que le travail est fait et qu'ils ont fermé la boutique, qui se retrouvent avec 0 euros et qui sont obligés un peu de bricoler un peu à côté et de faire ce qu'ils peuvent. Donc à travers tous les personnages qu'on traite, que ce soit celui de Reda, de Slimane,
Slimane, c'est le grand frère. Hein, exactement, voilà, de Areski, du Videur, de Willy le Barge et autres. Il y a ça en commun. Sauf que c'est traité polar, Amé. Vous avez choisi aussi l'angle, justement, c'est pas c'est un film, on peut dire, est-ce que c'est un film social qui traite de la société, hein, qui va dans le dur, mais en même temps traité polar, rugueux, avec vraiment la lutte de deux frangins dont on sent que ça va peut-être exploser d'un moment à l'autre. C'est un film de cinéma, donc il y a des fondamentaux, il y a une vraie narration, une dramaturgie, une écriture, et qui est certes enracinée de façon très profonde à ce quartier, à l'identité de ce quartier qui a été chanté, filmé, photographié. Ce qui est le quartier des théâtres aussi, Jacques Weber, il y en a plein. Hein. Oui, il en reste. Puis, voilà. Il en différents reste théâtres. Quelques-uns. Voilà. Et donc on a une approche de ce quartier qui est charnelle, qui est affective, qui est cinématographique, artistique, qui est aussi instinctive. On a filmé ce quartier déjà. Un des premiers partis pris, c'était de réussir l'immersion. C'est que le caractère immersif du film et de notre volonté de départ, il a donc très vite fallu la traduire en une esthétique. Donc des focales plutôt courtes, la caméra à épaule. Sur le plan de la mise en scène, on est plutôt partisan et on affectionne plutôt les prises longues, les plans séquences. Et sur le plan de la direction d'acteurs, on croit beaucoup à ce que les comédiens ont, j'allais dire, de plus naturel et à la fois de plus cinématographique. Reda, quand vous travaillez à Hollywood avec des grosses productions, de revenir aussi à ce espèce de cœur battant du cinéma, un peu vraiment rugueux, à l'arrache, même si c'est extrêmement esthétique, extrêmement beau, mais où ça pulse différemment de Zero Dark Thirty. Mais... Oui, j'ai jamais tourné à Hollywood, ce film-là dont vous parlez. On avait tourné un bout en Jordanie, et pour le coup, c'était dans une vraie prison en Jordanie. Mais c'était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de machinerie, en tout cas, pour vous suivre que sur ce film-là. Non, moi, je ne joue dans des films que pour sortir de moi, découvrir des lieux, des mondes, regarder les autres et d'une certaine manière peut-être m'enrichir à leur contact. Et c'est un film qui porte un vrai regard qui veut du bien aux gens en fait. Et pourtant, aucun des personnages n'est présenté sur un mode empathique ou de dire voilà, celui-ci est le gentil, celui-ci est le méchant. Chaque personnage a ses raisons, et les raisons de ces vies qui sont souvent considérées comme des petites vies, là, elles sont mises au centre. Et je suis complètement avec un projet comme celui-là. Et voilà, pour moi, du coup, c'est au cœur de la manière dont j'ai envie de faire du cinéma. Jacques Weber ou Vladimir, quand on entend parler de cinéma comme ça vous donne pas envie de retourner un peu du côté de l'écran, même si le théâtre, c'est super. Oui, de toute façon, j'ai une grande envie de voir ce film. J'ai une grande envie de voir ce film parce que j'ai beaucoup d'admiration. C'est pas parce qu'il est là, mais c'est vrai. J'ai beaucoup d'admiration. Je trouve ça un des très grands acteurs français qui s'est imposé assez rapidement. Parce que moi, quand je vous ai découvert, c'était dans Le Prophète, je crois. Ouais. Et donc ça a été vite, mais il y a quelque chose d'extraordinairement fort, violent, gentil et distant, qui est très touchant dans le personnage. J'espère que vous irez voir aussi la pièce dans laquelle Jacques Weber et Vladimir Yordanov jouent, parce qu'en fait, on a vu, c'est vrai, coup sur coup, pour préparer cette émission, à la fois ce film et cette pièce de Boto Strauss. Ils n'ont rien à voir, mais où il y a le même physique, la même présence et les mêmes prises de risque, je trouve. La vie est questionnée de toute façon, quoi. Et la vie est questionnée, exactement. Sandra, on était ensemble. C'est vrai, pas à côté, mais on était ensemble. C'est derrière moi. Ouais, j'entendais votre respiration. Et aussi vos cris haletantes, mais surtout des éclats de rire, parce que c'est très très drôle. Or, on se dit, on va voir Boto Strauss, etc. Et on rit. Mais on rit parce qu'on est surpris, parce qu'on comprend pas. En fait, on rit pas parce qu'on se dit c'est pas un rire empathique du tout. Vous disiez il y a des fondamentaux, une narration, des personnages. Là, en l'occurrence, ces fondamentaux n'existent pas. Donc, il n'y a pas de narration réelle des personnages. Oui, il y a des acteurs, mais ils ne sont pas réellement incarnés. Enfin, j'en ai pas saisi ça. Moi, ce que j'ai vu, je vais vous raconter ce que j'ai vu, parce que c'est difficile à raconter. J'ai vu une scène où on dirait un tableau de Edward Hopper, avec une sorte de lumière à la fois blanche et puis des couleurs qui ressortent comme ça, un truc un peu froid, mais en même temps, on sent que c'est incarné, mais en silence, quoi.
quelque chose comme ça. Et puis, deux personnages qui sont assis sur des fauteuils club, chacun regarde dans une direction différente. Jacques Weber et un autre qui n'est pas là. Vous arrivez après. Vous arrivez après. Attends, je le raconte. Ils regardent chacun dans sa direction et ils parlent. On ne sait pas s'ils s'entendent. Ils s'entendent, mais on ne sait pas s'ils se comprennent. Et puis, il y en a un des personnages qui regarde par la fenêtre, qui décrit une jeune femme et un instant plus tard, c'est une passante. Un instant plus tard, la passante est dans la pièce, elle s'appelle Marie Ströber et on se rend compte qu'en fait, de façon très étrange, elle fait partie de la pièce. Et tout va s'ensuivre de cette étrangeté. Donc on n'est pas dans un théâtre classique avec une unité d'histoire, une unité de temps. Moi, je vous propose qu'on regarde un extrait tout de suite pour en voir, parce qu'on dit des mots, mais je pense que quand c'est on va assez voir difficile là, à résumer. On regarde. Les gens vont comprendre à quel point c'est étrange. Quand lui regarde par la fenêtre et moi dans la chambre, c'est qu'il va bientôt pleuvoir ou neiger. Quand c'est moi qui regarde par la fenêtre et lui dans la chambre, c'est qu'il va bientôt y avoir du soleil. Donc Le temps et la chambre de Boto Strauss, donc c'est au Théâtre de la Colline, avec vous Jacques Weber et vous Vladimir Yordanov. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous parliez de système narratif, qu'il n'y en avait pas. Il y en a un, bien évidemment qu'il y en a un. C'est un très grand dramaturge. Il était le dramaturge de la Schaubühne, qui était une des plus grandes aventures théâtrales du début du XXe siècle. Peter Stein, c'était le dramaturge de Peter Stein. Donc il y a un système narratif évident, mais un système qui s'amuse à se dire mais pourquoi serais-je obligé d'être toujours collé au temps logique, aux logiques auxquelles on se réfère souvent pour écouter une histoire. On parlait de cinéma tout à l'heure, il y a un très grand cinéaste qui, moi, m'a déconcerté exactement comme cette pièce peut déconcerter. C'est Mulholland Drive, par exemple, de David Lynch, où je me souviens très bien qu'à la sortie, tout le monde avait pris un très grand plaisir de cinéma, avait été ému, avait été touché, même sensuellement, avec cette formidable scène entre deux femmes, dont on se souvient, Charmy. Revenons à Boto Strauss. Mais si vous voulez, et en même temps, tout le monde discutait après, mais si, c'est ça que ça voulait dire, mais non, c'était pas ça, mais si. Mais il y avait quand même une réalité de spectacle qui nous séduisait, qui nous amusait, il y avait un vrai plaisir, il y avait quelque chose de ludique et qui ensuite nous a réfléchi. C'est le fait même du théâtre, ça, tout simplement, du théâtre ou du spectacle. Hein, mais ce que je voulais essayer de m'excuser de ne pas être capable de raconter une histoire. Parce qu'il y a un film qui ne se déroule pas, mais par contre, on comprend des choses. Ça raconte quelque chose. L'histoire n'est pas tellement, elle est très difficilement racontable. Moi-même, je suis absolument incapable de vous la raconter. Merci. Ce qui est évident, il y a des thèmes quand même, il y a des thèmes évoqués. Voilà. Il y a deux hommes, il y a un microcosme, une petite pièce qui regarde le macrocosme qu'est le monde par la fenêtre. Et à partir de ce moment-là, tous les possibles de l'être humain sont... Boto Strauss s'amuse avec les possibles de l'être humain comme il s'amuserait avec des lois physiques, vous savez, où il y a des petites cellules qui se baladent, des particules. C'est le labo un peu. Voilà, oui, mais je pense que par contre là, il y a une logique, je parle de la science physique, une logique qui s'apparente plus à la logique de la physique que de la logique dramaturgique. Oui, ou du jeu de cartes. Est-ce qu'on n'est que des particules finalement, Vladimir Yordanov, c'est ça un peu? Parce que les personnages n'ont pas forcément tous de nom. Alors, est-ce que c'est des pions, des particules, une sorte d'ensemble qui se meut? Bien, oui, c'est une chose chimique, il se passe des choses chimiques et après tout, la peinture cubiste, Picasso a commencé ça a un siècle. Schoenberg a détruit la tonalité et a fait des expériences musicales, ça fait 100 ans. La littérature a fait des tentatives, il est plus difficile de lire Joyce et Beckett que de lire un polar, mais ça fait rien, c'est là aussi. Et au théâtre, il y a deux façons de raconter, la façon où il y a le nez au milieu de la figure et les deux oreilles de chaque côté, et de temps en temps, comme a fait Picasso, deux nez
Et pour satisfaire les gens qui lui disaient « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» pour leur donner une explication alors qu'il n'y en a pas, il disait « C'est ce que je vois quand j'embrasse Dora. » Non, il y a 2 nez. Voilà, comme ça tout le monde était content. Voilà. Magnifique. Mais est-ce que là on peut essayer de trouver une autre explication que celle de Picasso, par exemple, qui serait de dire que finalement tous ces êtres qui sont là, qui se croisent, s'entendent ou ne s'entendent pas, en fait racontent quelque chose qui est un thème important pour Boto-Strauss, celui de la solitude finalement des hommes. Boto-Strauss dit une chose certainement sur la solitude, parce que la chose fondamentale qui l'intéresse, il fait une déclaration absolument incroyable, c'est qu'il dit en accord avec Aristote et le pape, je trouve que le couple est le fondement de la société et de tout ce que les hommes vivent. C'est quand même, c'est de ça dont il parle, c'est du couple, tout le temps. On va changer d'univers, quoique. Boto-Strauss, metteur en scène allemand. Pièce difficilement montable, hein, en tout cas pièce mythique de Boto-Strauss. Là, c'est une sorte de... On aimerait que ça soit un mythe, en fait, cet endroit dont vous nous parlez, Oriane Jancourt-Galignani. On aurait aimé que ça n'existe pas, que ça soit l'invention d'un dramaturge un peu pervers. Il y a eu un lieu en Allemagne, sous le nazisme, qui s'appelait Hadamar, où en fait on a assassiné, tué, massacré dans une chambre à gaz, qui d'ailleurs après a servi dans un autre camp, parce que les chambres à gaz étaient montées et démontées, où on a tué les malades, les schizophrènes, les autistes, les dépressifs, tous ces gens que le régime nazi ne voulait pas voir. Et c'est le sujet de votre livre, c'est un roman, ça s'appelle Hadamar, comme ce lieu. On y rencontre un personnage qui s'appelle Franz, qui sort lui-même de camp. C'est quelqu'un qui a été aussi emprisonné pour ses opinions, qui cherche son fils et qui va enquêter et arriver dans cette ville où les gens sont bizarres, où les gens ne veulent rien dire, et il va découvrir ce qui est arrivé finalement à son fils. Je disais que c'est une fiction, hein, comme vous, Rachid Benzine, mais qui touche vraiment à la réalité historique. Je ne connaissais pas, j'avoue, Hadamar. J'avais entendu parler de tous les camps de concentration. Je ne connaissais pas celui-là, alors qu'il y a eu un procès. Les responsables du camp ont tous été tués, pendus. Pourquoi est-ce qu'on a oublié Hadamar? Et comment vous avez décidé, comment vous avez découvert l'endroit, redécouvert? Alors pourquoi est-ce qu'on a oublié Hadamar? Ça, je ne peux pas vous répondre, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce lieu-là, comme on n'a pas beaucoup parlé de ce qui s'est passé avec ces gens qu'on a qualifiés d'inutiles très vite dans les années 30, que les nazis ont décidé de juger inutiles, et qui étaient en effet, vous l'avez dit, tous les malades, les dépressifs, les psychotiques, les épileptiques, les autistes, les sourds-muets, enfin, tous ces gens qui disaient les nazis à la population sont trop lourds pour votre feuille d'impôt, puisque au début c'était, faut toujours se méfier de certains discours économiques, ça peut mener très loin. Et donc Hadamar, moi je l'ai découvert parce que j'ai passé une partie de mon enfance dans cette région qui est donc entre Francfort et Cologne. Et ma grand-mère vit à 20 km d'Hadamar. Hadamar, c'est une très jolie petite ville. C'est des rues pavées, c'est des maisons à colombage. Et puis c'est le plus grand hôpital psychiatrique de la région. Ça l'est toujours d'ailleurs. Toujours, ouais. Et en effet, j'ai un peu eu l'expérience qu'a Franz, le personnage principal, en 1945, si ce n'est que je n'étais pas dans l'Allemagne dévastée, je n'étais pas à travers les réfugiés qui traversaient l'Allemagne de 1945, mais j'ai découvert petit à petit ce qui s'est passé à Hadamar, l'horreur d'Hadamar. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire un roman pour raconter ce point de vue-là, le point de vue de l'Allemand, qui est quelqu'un de bien. Franz, c'est quelqu'un de bien. On voit petit à petit dans le roman comment est-ce que dans les années 20, dans les années 30, il mettait en garde les gens autour de lui, la population des petites villes, pour dire attention, regardez ce qui se passe avec les nazis. Et pourtant, cet homme bien va en effet aller sur les traces de son fils et découvrir, un peu comme dans votre livre, Rachid Benzine, découvrir que son fils lui a échappé. Et que son fils est devenu le pire de ce qu'il aurait pu imaginer. Et encore une fois, puisque vous tournez vers Rachid Benzine, la fiction, c'est le meilleur moyen justement pour se
réapproprier des pans du réel qui soient oubliés ou pas assez traités, comme vous le disiez, Rachid Benzine, c'est-à-dire la donnée émotive chez vous, et ici cet épisode assez occulté au fond, alors même qu'il y a eu un procès. Oui, et puis pour montrer aussi cette atmosphère très étrange de 1945, puisqu'il y a lui, mais il y a aussi un soldat américain qui va s'installer dans l'hôpital et décider très vite de faire un procès qui aura même lieu avant le procès de Nuremberg. Ça, c'est très étonnant. Mon personnage américain est fictif, mais en revanche, le procès a eu lieu. Et pourquoi est-ce que les Américains ont si vite voulu le faire, le procès d'Adamar? Sinon parce qu'ils étaient terrifiés, parce qu'ils ont vu, et parce qu'ils voulaient très vite interroger ce qui a eu lieu à Adamar. Alors vous racontez tout ça, vous décrivez même une visite d'Hitler. Alors elle a eu lieu, la visite, tout ça aussi est du réel. Je vous cite Oriane Jancourt-Galignani. Le guide s'était assis à la tribune d'une démarche de petit monsieur, pantalon rebiquant sur ses souliers marrons, col serré sur son cou. Mais appelle-t-on cela un coup? Peau molle, bavoir de chair, balançant entre les épaules et le menton. Sur son visage s'agitaient 2 billes noires et veinées qui roulaient dans un sens et dans l'autre, abat qui glisse du ventre du poulet quand le boucher le découpe. L'homme se tournait, torse raide, comme un de ces automates d'acier que l'on vendait sur le marché de Noël. C'est-à-dire que la scène a vraiment eu lieu, donc au fond, tout le monde savait ce qui s'était passé à Adamar. Alors la scène a eu lieu avant que commence les meurtres à Adamar. C'est une scène en fait qui a eu lieu dans une salle des fêtes en 1932, à la toute fin de la campagne électorale d'Hitler, puisque c'est une région où Hitler a été élu en 1933 à plus de 50% des votes. Donc je voulais montrer aussi l'emprise qu'a eu Hitler dans ces petites villes avant même son élection, et comment est-ce qu'il a séduit ces populations des petites villes à qui on s'adressait assez peu. Alors Franz est journaliste, mais dans les années 30, il ne voit pas les périls monter. Il dit, et ça évidemment, quand on lit ça aujourd'hui, ça nous fait penser à certaines choses. Il dit, les foules, on ne les sent pas. Est-ce que vraiment, on n'arrive pas à le croire? Voilà, Hitler est venu, les foules, on ne les sent pas. Votre roman, il m'a fait un peu penser au climat qu'on vit aujourd'hui, où justement les foules ont l'air de se manifester à travers certains votes un peu surprenants. Est-ce que vous avez pensé à notre époque aussi, en écrivant ce livre, quand vous écrivez, les foules, on ne les sent pas? Oui, oui, bien sûr. Parce en gros, que le populisme ambiant, quoi. Oui, et puis Franz, il a des souvenirs depuis le début des années 20. Donc on voit comment est-ce que les nazis, à chaque élection, gagnent un petit peu plus. Comment est-ce qu'ils s'installent dans les petites villes. Comment est-ce qu'ils font des crédits à ceux qui n'ont plus de crédit à cause de la crise. Et puis lui, il comprend ça, il observe ça, et en même temps, il ne parvient pas à y croire, parce que c'est une chose d'observer, c'est une chose de faire son métier de journaliste, c'est une autre chose de croire que son peuple est capable de basculer. Et voilà, c'est cette ambiguïté-là qui m'intéressait. On va voir ce que les étudiants en ont pensé. Question pour vous, Oriane Jancourt-Galignani. C'est Manon. Donc je tenais tout d'abord à vous dire que votre roman m'avait beaucoup intéressée. Donc tout d'abord parce que j'adore l'histoire, mais aussi parce que l'action T4, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément énormément en classe. Donc je vais rebondir sur ce que vous aviez dit. Vous aviez fait un parallèle avec notre époque. Vous vous attardez beaucoup sur le fait que les journalistes alertent les populations sur la montée du nationalisme. Donc, est-ce que c'est pas aussi pour faire la même chose qu'eux, enfin nous alerter aussi? Très bonne question. Et peut-être l'action T4, expliquer un peu aussi. Oui, donc l'action T4, c'est cette volonté mise en pratique d'euthanasie, comme on dit, que les nazis ont fait sur les malades et qui a tué plus de 70 000 personnes en Allemagne. Oui, certainement. Je crois que je veux pas faire l'apologie du journalisme, mais on a besoin, en effet, de ces gens qui sont sur le terrain. Et encore une fois, Franz, c'est un journaliste de petite ville qui voit tous les jours sur le terrain ce qui se passe, qui raconte Hitler dans la salle des fêtes avec 100 000 personnes, qui raconte tout ça et qui observe tout ça, qui voit petit à petit la haine s'installer, puisque la haine des malades et puis ensuite l'antisémitisme, d'ailleurs c'est les deux en même temps, s'installera dans le langage. J'essaye beaucoup de mettre en valeur le langage atroce qui s'installe à partir de 1933 et qui devient banal. Enfin, tout ça, cette observation du terrain, cette observation des mots, cette observation du changement des mentalités, eh bien, il faut en effet que quelqu'un le fasse. Et je pense que les journalistes peuvent faire ça, oui. Question pour Rachid Benzine, c'est Laurine.
Avant de vous poser une question, je voulais déjà vous dire qu'il y avait plusieurs citations dans votre roman qui m'ont beaucoup plu, comme par exemple « Tant d'innocents sacrifiés sur l'autel de nos certitudes », ou encore « Le contraire de la connaissance n'est pas l'ignorance mais la certitude ». Les philosophes d'ailleurs affirment que le doute est préférable aux certitudes, et donc ce qui m'amène à vous poser la question qui est face à l'endoctrinement de certains, est-ce qu'il y a finalement pas un certain échec de la philosophie dans son enseignement ? Il est clair que la raison, elle est indispensable, mais la raison échoue. C'est-à-dire que si on pense que tout peut se résoudre par la rationalité, à mon avis, on se trompe sur la définition de la nature humaine. La raison peut faire ce travail. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, Nour dit à son père, ta raison est devenue ta prison. Et donc, elle pense que la raison, elle est insuffisante, que la question de l'émotion, elle est importante, que la question de l'humiliation, elle est importante, que la question de la dignité, elle est importante, et que se pose véritablement là, et on le voit bien aujourd'hui à travers tous les discours qu'on peut avoir populistes, ceux du Front National, que vous pouvez apporter tous les chiffres, toutes les statistiques que vous pouvez. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'on appelle la post-vérité, c'est ça, l'ère de la post-vérité. Exactement, parce que il y a une espèce de vérité subjective qui va s'appuyer sur des représentations, sur des imaginaires et sur des mythes. C'est Spinoza qui dit que pour lutter contre une passion, il faut une autre passion. Et je crois que nous ne l'avons pas encore suffisamment compris, qu'il faut des émotions, qu'il faut des mythes fondateurs, qu'il faut des récits dans des sociétés, et que si on n'a pas un contre-récit, on n'est pas capable d'enclencher sur une nouvelle réalité. Et quand lorsque quelqu'un est endoctriné, si vous lui amenez des éléments en termes d'arguments, il va se radicaliser davantage et ça ne fonctionne pas. Jacques Weber, je vous entendais... Non, je me disais tout simplement que vous feriez bien, toutes les télévisions, d'inviter beaucoup plus souvent des philosophes et beaucoup moins souvent des acteurs. Voilà, c'est ce que je me disais. Là, ça va. Le plateau est... Parce que c'est très clair et simple et on entend vraiment les choses. Non, puis là, il y a une piste intéressante. Émotion contre émotion. Voilà, je vais le très vite. Voilà, très bien. On vous l'offrira à Jacques Weber. Justement, question pour vous. C'est Laurie. Ils sont allés voir donc La Chambre et le Temps de Boto-Strauss. Donc Le Temps et la Chambre n'est pas une pièce classique. Elle est même très déconcertante. J'ai été décontenancée en sortant. En effet, on s'attend à une trame... un fil conducteur, vraiment, on est vraiment très loin des histoires auxquelles nous, littéraires, on est habitués à aller voir. Et je voulais savoir si, lorsque l'on vous a proposé le rôle, si vous alliez avoir des difficultés quant à l'interprétation de votre rôle. Parce que ce n'est pas un rôle qui a fait votre renommée, je pense à Cyrano, Phèdre, Lavare, tout ça. Et c'est un peu plus repérable, Cyrano, c'est vrai. Donc si vous arriviez à vous pensiez réussir à vous intégrer, et dans cette pièce justement qui est loin de ce à quoi nous sommes habitués. C'est une jolie question parce que c'est la question souvent de notre métier, quoi. Moi, je pense qu'à partir du moment où on attaque un rôle, faut s'enlever, se nettoyer de tous les a priori que l'on peut avoir, même encore plus dangereusement sur les choses classiques, comme Cyrano, comme Alceste. Il faut vraiment faire table rase. On découvre le texte dans une poubelle. C'est la première fois. C'est toujours une première fois. Il est évident que dans le cas, même si on s'essaie à cet exercice, c'est très difficile de trouver cette virginité, c'est extrêmement complexe. Là, par contre, pour ce qui concerne, en tout cas, moi, c'était alors vraiment assez simple d'être vierge par rapport à ça. Mais c'est là où le metteur en scène intervient considérablement. Un metteur en scène n'est pas un monsieur qui nous met le petit doigt sur le pantalon et qui nous dit « mets une intonation comme ça, une comme ça ». Pas du tout. C'est quelqu'un qui prend un autre chemin par la spécialité qu'il a, par la responsabilité qu'il a, un chemin que vous ne pouvez pas prendre, qui est celui d'un rapport intellectuel, donc sensible, donc émotif, avec le langage. Nous, c'est la part sauvage qu'on amène dans le théâtre. Et c'est cette relation entre le sauvage et le raisonné qui, je crois, produit du beau théâtre. Voilà. Merci vraiment à tous pour votre intelligence. Des choses ont été dites ce soir. Bravo aussi, merci aux lycéens qui étaient avec nous. Merci donc à vous, Jacques Weber, à vous, Vladimir Yordanov, Rachid Benzine, merci beaucoup, et Royan Jeancourt Galignani, Ekoué, Amé et Reda Kateb. Et on vous retrouve, Reda, vous, dans Django, voilà, qu'on pourra voir, on parlait de l'Allemagne, à Berlin, puisqu'il fait l'ouverture.
c'est ça? Du Festival de Berlin, oui, voilà, tout à fait. Grand festival aussi de cinéma. Merci à Sophie Soulignac, merci à Sandra Freeman, mes complices sur cette émission. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur TF1, sur LCI, sur NT1, sur mytf1.fr, sur les réseaux sociaux aussi. D'ici là, allez au cinéma, allez au théâtre, lisez, allez dans les bibliothèques. C'est aussi ça, profiter de la vie. Merci beaucoup.